L'histoire commence dans un monde dystopique où une fille regarde son chiot en peluche, triste qu'il soit déchiré. La mère de la fille suggère de s'en débarrasser. Bien qu'ils viennent de l'acheter, elle pense que le recoudre rendrait le jouet laid. Ils sont riches. Ainsi, la mère n'a aucun problème à acheter un autre jouet. La petite fille aussi, bien qu'attachée à ce jouet, accepte de le jeter, influencée par les paroles de sa mère. Alors, la mère jette le jouet avec d'autres ordures dans la poubelle juste devant leur maison. Le sac poubelle passe par un système de ventilation et arrive dans un camion de ramassage des ordures, qui transporte les déchets pour leur élimination finale dans la décharge sous la ville. Pendant ce temps, alors que la mère retourne chez elle, une silhouette mystérieuse encapuchonnée pose son regard sur elle et la fixe avec haine pour avoir jeté les choses si facilement. Peu après, le camion de ramassage entre dans la décharge, suivi par un autre homme mystérieux. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel de cette installation trouve l'homme en train de fouiller dans les ordures dans une pièce remplie de sacs poubelles. Soupçonneux, le garde pointe son arme sur l'homme, exigeant de savoir qui il est et quel est son but ici. Le garde mentionne qu'il y a eu un rapport récent sur un voleur d'ordures qui ternit la beauté de la ville en déplaçant les déchets à l'extérieur. Soupçonnant que l'homme est ce voleur, le garde déclenche l'alarme d'urgence et, en quelques secondes, 2 autres membres du personnel arrivent pour appréhender l'homme. L'homme jette des ordures sur les gardes, les prenant par surprise, sans jeu de mots, et s'échappe de la pièce par les conduits. Mais alors qu'il est sur le point de sortir par la porte arrière, celle-ci se ferme sur lui, donnant au garde l'opportunité de tirer. L'homme active un pouvoir caché, augmentant sa vitesse, lui permettant d'esquiver les balles comme un ninja. Il est effleuré par une balle, mais parvient finalement à s'échapper par le système d'égout. Une fois les choses calmées, il sort dans une rue vide et parle enfin, affirmant qu'il n'est pas un voleur et qu'il a fait tout cela pour récupérer des choses qui ne méritaient pas d'être jetées, y compris le chiot en peluche. Le lendemain matin, des rumeurs circulent sur le voleur d'ordures, et 2 femmes discutent de combien ces personnes sont nuisibles pour la société, les qualifiant de sauvages. Un homme d'âge moyen en vêtements sales, clairement un paria dans cette société propre, entend les commérages, mais choisit de ne pas s'engager dans une dispute et s'éloigne, quittant la ville par une petite porte. Il entre dans un bidonville juste à l'extérieur de la ville. L'homme relaie les nouvelles aux habitants sur la rumeur qui se répand à leur sujet, et tout le monde devient inquiet, pensant que la police va maintenant les poursuivre. Une fille nommée Chiwa soupçonne immédiatement son ami Rudo, le garçon aux yeux rouges, qui est certainement le même enfant qui a causé tout ce drame. Rudo est actuellement occupé à réparer tous les déchets qu'il a collectés lors de sa chasse, principalement des jouets et des accessoires réparables, et ne remarque pas Chiwa au début. Chiwa s'approche et lui demande s'il a encore risqué sa vie en entrant dans la ville juste pour voler des ordures. Elle lui rappelle à quel point les habitants de la ville sont stricts sur le contrôle des déchets et que s'il se fait prendre, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Rudo répond que ce ne sont pas des ordures, mais des objets parfaitement utilisables que ces riches gamins de la ville jettent sans y réfléchir. Il exprime combien il se sent mal pour ces objets qui ne méritent pas un tel traitement, et c'est pourquoi il les a ramenés ici, pour les réparer et peut-être les vendre aux habitants des bidonvilles. Chiwa comprend la motivation de Rudo, mais en même temps, elle ne peut s'empêcher de se demander si son ami est tombé amoureux des ordures ou quelque chose comme ça. 3 autoproclamés élites de ce bidonville arrivent pour intimider Rudo. Le gars du milieu commente l'odeur nauséabonde et dit à Chiwa qu'elle ne devrait pas traîner avec ce loser ramasseur d'ordures. Un autre des intimidateurs donne un coup de pied à une lampe que Rudo vient de réparer et dit moqueusement, ça ne sert à rien de réparer des ordures, car personne n'utilisera quoi que ce soit touché par ce loser. Chiwa ne comprend pas quel est le problème de ces 3 idiots, car elle pense qu'ils sont tous comme Rudo, pauvres, discriminés, bien sûr, sales. Mais l'intimidateur n'est pas d'accord, affirmant qu'ils ne sont rien comme Rudo et qu'ils peuvent sortir de ce ghetto s'ils travaillent dur. Apparemment, ce bidonville a été construit pour y jeter les criminels. Et les 3 intimidateurs, Chiwa et Rudo, sont tous des descendants de criminels. Les choses allaient prétendument bien pour eux tous jusqu'à ce que les parents de Rudo se lancent dans une série de meurtres, détruisant toute pitié ou confiance qu'il restait aux résidents de la ville. Après que les intimidateurs finissent par partir, Chiwa remonte le moral de Rudo, disant qu'il est une bonne personne et qu'il réussira sûrement dans la vie. Elle remarque alors le chiot en peluche, et Rudo lui dit hésitamment qu'il veut en fait lui offrir en cadeau. Mais avant qu'elle ne puisse le prendre, la mère de Chiwa arrive et lui dit de s'éloigner de lui, l'entraînant loin de là. Rudo rentre chez lui et trouve l'homme nommé Recto à l'intérieur. C'est le même homme que nous avons vu plus tôt écouter les 2 femmes en ville. Recto se moque gentiment de Rudo pour avoir échoué à impressionner Chiwa, révélant qu'il a tout entendu. Mais blague mise à part, Recto veut savoir comment s'est passée la collecte de déchets de Rudo la nuit dernière. Recto dit à Rudo qu'il n'a pas besoin de passer par tout ce tracas pour gagner de l'argent, car il est encore un enfant. Recto dit que, bien qu'il ne soit pas lié par le sang, il considère toujours Rudo comme sa famille. Rudo est reconnaissant envers Recto pour cela, révélant que Recto l'a recueilli lorsqu'il a été abandonné après l'incident impliquant ses parents et l'a élevé depuis. C'est pourquoi Rudo veut le rembourser en faisant tout ce qu'il peut, y compris collecter des ordures dans la ville. Recto remarque la blessure sur le bras de Rudo et,
réalisant qu'il a été touché par une balle, la traite immédiatement, lui disant strictement d'arrêter d'aller à la décharge désormais. Rudo ne pense pas que cette éraflure soit quoi que ce soit comparé aux cicatrices qu'il a reçues à cause de ses vrais parents, révélant que ses 2 mains sont couvertes de marques noires. Malgré tout, Recto dit à Rudo d'arrêter avant que les flics ne découvrent son identité. S'il est attrapé, il sera sûrement envoyé dans l'abîme, le même endroit où le père de Rudo a été jeté. Depuis son enfance, Rudo a toujours été méprisé par tout le monde à cause de ses mains d'apparence inhabituelle. Et depuis que Recto lui a donné ses gants, il a eu la confiance nécessaire pour avancer. Quoi qu'il en soit, Recto taquine à nouveau Rudo, lui disant d'agir vite et de donner le chiot en peluche à Shiwa avec un baiser sur la joue en bonus. Rudo refuse évidemment et se lance dans une bagarre amicale avec son père attentionné. Pendant ce temps, l'homme encapuchonné que nous avons vu au tout début se tient dehors, écoutant la conversation de Rudo. Sa relation avec Recto est une relation amoureuse. Il exagère souvent. Il lui tient la joue et lui dit qu'il devrait apprendre à sourire parfois. Et même s'il n'est pas heureux, il pourrait tout aussi bien feindre un sourire pour que les autres ne sachent pas qu'il n'est pas heureux. Comment pourrait-il même feindre un sourire quand son œil sort comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui? Il finit par échapper à l'emprise de Recto et sort de la maison. Il regarde autour de lui et voit qu'il est le matin. Alors il se demande si Shiwa est maintenant dehors. Il marche vers l'abîme, se rappelant qu'il n'a même pas à aller si loin pour trouver des ordures, car toutes les ordures de cette zone sont jetées dans l'abîme. L'abîme est un immense site de décharge. Et pas seulement des ordures comme des objets inutiles y sont jetés. Même les humains pêcheurs sont également jetés là-dedans. Il regarde l'abîme et voit qu'un criminel est sur le point d'être jeté. Il se souvient que son père a également été jeté dans l'abîme. Du moins, c'est ce qu'il a entendu, et il ne peut pas confirmer si c'est vrai ou non. Il entend une personne dire que quelqu'un est sur le point d'être jeté à nouveau. Il dit oui et se retourne pour voir que c'est Shiwa. Ils échangent des amabilités, et elle admet qu'il est rare de le voir par ici. Eh bien, peut-être que c'est son jour de chance. Pour lui, la vue de là-bas n'est pas si belle. Pas que la vue de tout le bidonville soit bonne, mais c'est juste complètement différent. La raison pour laquelle le bidonville a été construit au bord de la ville est de montrer aux gens là-bas que s'ils se comportent mal, ils seront jetés dans l'abîme. C'est drôle, car peu importe combien vous essayez d'éviter de voir des gens tomber à leur mort, vous les verrez sûrement là-bas. Rudo mentionne que c'est exactement ce que Recto lui avait conseillé, et en entendant cela, Shiwa lui confirme que c'est parce qu'il tient beaucoup à lui et qu'il compte pour lui. Face à ces mots, Rudo rit à l'idée que quelqu'un comme Recto puisse l'aimer, mais en répétant ces paroles, il se rend compte qu'elle a dit aussi. À peine Shiwa s'en rend-elle compte qu'elle ne peut s'empêcher de rougir, alors elle tente de lui expliquer qu'elle ne le disait pas dans ce sens-là. En la voyant réagir ainsi, Rudo ne peut s'empêcher de tomber à la renverse sous le choc, ce qui fait qu'il finit par révéler la peluche. Au moment où elle se rend compte de ce qu'elle a entre les mains, Rudo rassemble toutes ses forces pour lui dire que lorsqu'il l'a trouvée, il a pensé que cela pourrait lui plaire. Il admet qu'il est possible qu'elle n'aime pas quelque chose que quelqu'un d'autre a jeté, mais il a tout de même cru que la peluche serait plus heureuse avec elle que dans une poubelle. En lui tendant la peluche pour qu'elle la prenne, Shiwa la reçoit et lui dit qu'elle est heureuse et qu'elle en prendra soin pour toujours. Rudo est incapable de garder une expression normale en la voyant si contente, et lorsqu'il s'éloigne, il finit par courir de toutes ses forces, heureux d'avoir réussi à lui offrir ce cadeau. Alors qu'il rentre chez lui, il heurte les apôtres en chemin. Ils sont environ 4, et c'est une vue très inhabituelle dans le bidonville. Ils ne lui font rien et continuent leur chemin. Mais il se demande ce qui a pu les amener là. Il continue de courir jusqu'à ce qu'il arrive chez Recto. Il voit un homme essayer de tuer Recto et crie, mais il n'y a personne pour l'aider. Il court pour combattre l'homme, mais l'homme le repousse. Lorsqu'il se reprend, l'homme en a fini avec Recto. Il reste assis là, regardant l'homme partir sans savoir quoi faire. Quand il se ressaisit, il crie le nom de Recto et court à son secours. Recto crie qu'il devrait partir, mais il ne peut pas laisser son oncle comme ça. Recto lui crie dessus. Il lui dit qu'il doit changer le monde. Il est le seul qui peut changer un monde aussi sale que celui-ci, et il doit survivre. Rudo a tellement d'amour pour Recto et ne peut s'arrêter de le tenir. Alors il continue de s'accrocher. Les apôtres arrivent là et le trouvent avec un corps mort. Ils tirent pour l'incapacité et le déclarent meurtrier, l'arrêtant pour avoir tué Recto. Il proteste. Tout d'abord, Recto n'est pas mort. Il pourrait encore être sauvé s'ils agissent vite. Cependant, les apôtres, qui pensent qu'ils sont plus élitistes que les gens du bidonville, se moquent même de la vie des habitants du bidonville. Ils veulent juste attraper celui qu'ils présument être un criminel. Il essaie d'expliquer qu'il n'a tué personne et que la personne qui l'a tué vient de s'échapper. Cependant, il déclare qu'il vient du bidonville et est définitivement capable de meurtre. De cette pièce, il est emmené directement à l'abîme. C'est drôle comment, en une fraction de seconde, les circonstances d'une personne peuvent changer pour devenir ce dont il parlait autrefois. Il est suspendu au-dessus de l'abîme, et tout le monde commence à commérer à son sujet. Shiwa, compréhensiblement, entend aussi. Il parle de comment il est devenu un meurtrier d'enfants qui a tué l'homme qui s'occupait de lui. Shiwa est déçue, car elle avait de grands espoirs pour lui.
Alors qu'il est sur la corde pour être jeté, les apôtres déclarent qu'il est un criminel qui mérite d'être jeté dans l'abîme. Tout le monde commence à crier le slogan « Du bidonville à l'abîme » et à presser l'apôtre de le jeter. Il se demande s'il y a quelqu'un qui veut l'écouter. Il ne l'a pas fait, et personne ne veut le croire. Il regarde autour de lui et voit Chiwa dans la foule. Elle ressemble à un visage familier, mais il peut sentir qu'elle le condamne aussi. Elle parle dans son esprit qu'elle lui faisait confiance. Elle a parlé pour lui-même quand les autres ont déclaré qu'il était un meurtrier. Mais il l'a déçu et s'est finalement transformé en un meurtrier d'enfants. Elle laisse tomber la peluche qu'il lui avait donnée et s'éloigne, déçue. Voyant que personne ne pouvait même dire un mot gentil à son sujet, il se sent très mal. Il avait été condamné même avant ce qui s'est passé, et c'est une raison suffisante pour haïr tout le monde. Il jure qu'il aura sa revanche. Mais la question est quand, car il est jeté directement dans l'abîme, et l'obscurité l'enveloppe. Il peut sentir sa vie s'éteindre alors qu'il voit plusieurs visions devant lui. Ses yeux se ferment dans l'obscurité et, de manière choquante, il les ouvre à nouveau, cette fois, pas au monde, mais à une scène de déchets. Il conclut qu'il a bel et bien été jeté dans l'abîme. Il regarde autour de lui et entend des sons et des mouvements. Il sait que ce qu'il est sur le point de rencontrer n'est pas favorable. Il a en effet entendu dire que l'abîme est sombre, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un enfer sur terre.